Nous, on les connaît. Ok, au moins, ils ne nous connaissent pas. Ils vont nous connaître. Ils vont voir qui on est. Yes. قدموا واحد المقابله رغم المقابلات كثرت المقابلات الحمد لله قدمنا واحد المقابله Produit avec le soutien de Royal Air Maroc. Bienvenue dans un nouveau podcast foot de Radio Ma'arif. Vous connaissez le principe, essayez de comprendre notre environnement, notre football, notre ballon et tout ce qu'il y a autour de notre ballon. Et pour nous aider à comprendre ça, on a un invité qui a connu ce monde de l'intérieur, Jawad Zied. Salut à toi. Bonjour c'est Reda, bonjour c'est Hamza, merci de m'inviter aujourd'hui et qu'on puisse discuter ensemble de football et de football marocain. Oui, de football marocain, notre Botrola, qu'on aime beaucoup et qu'on voit malheureusement souffrir cette année. On est venu aujourd'hui pour revenir sur l'expérience de président du Raja, poste que tu as occupé, alors si je ne me trompe pas, entre 2018, ça devait être en septembre, et décembre 2020, c'est bien ça ? C'est bien ça, avec quelques mois auparavant où j'étais président délégué, disons de mai 2018 à décembre 2020. Mai 2018, décembre 2020. Alors le bilan déjà sportif, il y a un championnat qui est dans cette période-là, celui qui est à huis clos, si je me rappelle bien. Il y a une coupe de la CAF, une super coupe. Absolument. On peut, je pense, aussi mettre au crédit de cette période-là, sans manquer de respect à personne, une demi-coupe arabe, vu que la finale a été décalée et elle a finalement été gagnée, c'est bien ça. Absolument. Donc c'est le président de ces trois coupes, du 4-4, qu'on peut aussi considérer comme un trophée, parce que c'est quand même, excusez-moi, une grosse soirée pour tous ceux qui aiment le football. Mémorable soirée. Exactement. Et pourtant, cette expérience s'est terminée, j'ai envie de dire, en queue de poisson, vu que tu as quitté ton poste avant la fin du mandat. Absolument. Alors pourquoi ? Alors, en effet, c'est Reda, je te remercie pour le résumé du parcours. Peut-être juste rappeler que quand on arrive avec ces Aouzel et l'équipe qui m'a accompagné, c'est Mehdi Belghiti, c'est Emad Hattor, c'est Salim Cher, c'est Anis Mahfoud, c'est Rachid Andel aussi, Madame Nawal Al-Hidawi. Donc nous arrivons dans un moment où le Raja était en difficulté importante, avec une grave crise à la fois financière, administrative et de gestion. Et donc, avec cette équipe, nous avons réussi à la fois désendetter le club, à la fois reconstruire la machine de la formation, parce qu'on va en reparler tout à l'heure, mais un club, surtout dans un environnement économique comme le Maroc, qui n'a pas de machine à former, est un club voué à l'échec, on en parlera. Et donc, nous arrivons, où on remet en branle tout le dispositif, et on arrive à construire une équipe en peu de temps, et on arrive à gagner des titres. Malheureusement, le Covid arrive, et donc je réponds à la question. La période Covid était une période très très difficile puisque le club qui n'était pas encore rétabli financièrement se retrouve dans une situation où il n'y a quasiment plus de rentrée d'argent au niveau du stade. C'est le huis clos, plus difficulté sur les sponsoring, plus les institutionnels qui nous accompagnaient, qui eux-mêmes face à un environnement covidien compliqué avaient du mal à débourser ce qui était prévu. Et donc on se retrouve dans une situation où il a fallu gérer donc, le club pendant toute cette période. On note également que pendant cette période, il a fallu confiner l'ensemble de l'équipe sur une longue période à l'hôtel. Donc c'est des frais encore supplémentaires. Plus tous les frais liés au test Covid. Avant chaque match et après chaque match, on devait faire des tests. Donc on est rentré dans une situation très compliquée où je me suis engagé. J'ai motivé les équipes avec l'ensemble de mes collègues membres du comité pour remporter le championnat. Avec comme objectif de pouvoir gagner le championnat, aller le plus loin possible en Champions League, mais derrière pouvoir trouver les moyens de payer les joueurs. Malheureusement, je n'ai pas pu résoudre l'équation financière et à partir du moment où on a rempli le mandat en gagnant tous ces titres, mais en même temps on a eu du mal financièrement à boucler, l'équation est devenue intenable. Donc j'ai préféré céder la place, sachant que je m'étais engagé à payer les joueurs, que je n'ai pas pu payer les joueurs et quand je ne tiens pas ma parole, il faut que je puisse céder la place. Et donc c'est dans cet environnement compliqué. Ce n'est pas les campagnes de dénigrement et d'insultes, puisque ça
On sait d'où ça vient, on sait qui les contrôle, puisque la grande majorité du peuple rajaoui était en faveur du comité et du travail réalisé. Nous connaissons les agitateurs classiques qui sont toujours là pour semer la zizanie. Ce n'est pas cette zizanie qui a fait que nous sommes partis ou que je suis parti, c'est le fait vraiment d'être arrivé à un bout de cycle où devant la difficulté financière, il n'y avait plus d'horizon et donc j'ai préféré partir dans ce contexte-là. Alors justement, c'est la première question pour entrer dans le vif du sujet, de l'impossibilité ou en tout cas de la difficulté de gérer un club marocain. Est-ce que le foot marocain vit au-dessus de ses moyens? Le foot marocain... Les clubs marocains, disons. Alors on va dire que moi j'ai connu le foot, j'ai commencé mon expérience au Raja, alors les gens pensent que j'ai commencé en 2018, mais en réalité j'ai commencé en 2007, donc avec Abdallah Ghalem, où nous tournions à 30-40 millions de dirhams sur l'année, et où nous arrivions, je parle des grands clubs, à avoir un budget équilibré. Avec 30-40 millions de dirhams. 30-40 millions de dirhams, nous arrivions à avoir un budget équilibré, faire une bonne performance sportive. Bien entendu, nous avons assisté à une inflation des salaires. Nous avons eu quelques dirigeants champions de l'inflation des salaires et qui ont, de par leur méthode de gestion, insufflé une grande inflation des salaires. Donc à partir du moment où les salaires augmentent, et la masse salariale augmente, pour des grands clubs, elle peut avoisiner 40 à 50 millions de dirhams, il devient très difficile de boucler l'année à 30-40 millions de dirhams. Il faut que les revenus suivent. Or, pour que les revenus suivent, il n'y a malheureusement que quelques leviers sur lesquels on peut agir. Le premier levier, c'est le stade. Donc, il faut disposer de stades, d'une assise populaire, bien entendu, et d'un public, mais d'un stade. Alors, souvent, on a soit des grands stades ouverts, mais il n'y a pas l'assise populaire, soit nous avons une assise populaire et on a des stades qui ferment. Donc, le premier sujet, si nous voulons pérenniser le foot au Maroc, il faut gérer définitivement le problème de stade et peut-être aller vers une gestion des stades par les clubs, comme ça existe un peu partout dans le monde, et même dans certains cas au Maroc, il y a certains clubs qui gèrent eux-mêmes le stade. On peut donner un exemple. Je sais que Berkane, par exemple, gère le stade elle-même, Khouribga également, je pense que c'est le club qui le gère, et là, nous avons quelques exemples dans ce. Le deuxième point essentiel, c'est que quand on regarde les budgets des grands clubs, nous trouvons le marketing qui vient en bonne position. Mais pour trouver des sponsors, il faut dire que le marché marocain reste un marché de taille raisonnable et limitée. C'est un marché de 40 millions de consommateurs. En Égypte, c'est 100 millions de consommateurs. Donc les budgets marketing des grandes entreprises est beaucoup plus important en Égypte et dans d'autres pays que... Donc on a fait en 2019 une année record puisqu'on a atteint la somme de 30 millions de dirhams en marketing, mais c'est vraiment un maximum qui pourra être fait et c'est un levier qui atteint ses limites puisque, comme je l'ai dit, la taille du marché de consommation générale au Maroc est un marché limité. Le troisième levier, c'est le merchandising. Et là aussi, il y a un certain nombre d'obstacles et de blocages comme la concurrence déloyale, les imitations qu'on va trouver, mais c'est un levier que les clubs peuvent éventuellement mettre en avant. Le quatrième levier, et c'est malheureux puisqu'il a quasiment disparu au Maroc, c'est la formation. Le problème que nous avons aujourd'hui et qu'ont les clubs, c'est que les dispositifs de formation, si l'on exclut peut-être 2-3 clubs et l'académie, le dispositif de la formation est en panne au Maroc. Quand ce dispositif est en panne, il a deux impacts. Premier impact, c'est que les clubs n'ont pas de joueurs formés chez eux de bonne qualité, ils sont obligés d'acheter. Mais comme la production est faible, le prix augmente. Bien sûr. Et donc, il faut revenir, si nous voulons aider ces clubs, c'est bien de construire des académies, c'est une très bonne chose, le hardware, c'est très bien, mais il faut le software. C'est quoi le software? C'est l'humain. C'est l'humain. Donc l'humain, nous avons de bons joueurs, anciens joueurs qui essaient de se reconvertir dans la formation, il faut les accompagner, il faut les former. Les plus grands pays exportateurs de joueurs aujourd'hui dans le monde, c'est le Brésil, c'est historique, c'est une population de 250 millions d'habitants. Qui jouent tous au foot, hommes et femmes. Tout le monde joue le foot, tout le monde à la plage, à Copacabana. C'est incroyable. Mais la France et l'Espagne, qui en 15 ans sont devenus top exportateurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé sur la formation. Je vous pose une question. Quand est-ce qu'a ouvert le premier centre de formation en France? Ah, mais c'est tard, hein. C'est après, ça doit être dans les années 80. Alors 78, comment s'appelait le premier directeur de centre de formation? Papa Platini, à Nancy. D'accord. Donc c'est pas par hasard que Michel Platini est sorti, son père était directeur de centre de formation. Aujourd'hui, nous avons besoin de produire des bons directeurs de centre de formation, des bons directeurs sportifs, avec le savoir-faire. Quand j'étais en poste, je parlais avec des spécialistes, on me disait, un gosse, entre 8 ans et 18 ans, il doit faire 800 contrôles passes par jour.
dans son programme de formation. Il faut que contrôler la balle et donner une passe devienne un réflexe comme quand on respire. Ce n'est que comme ça qu'arrivé à un certain âge, nous allons rentrer dans des schémas tactiques qu'il va falloir assimiler. Et ça devient un peu des mathématiques et de la stratégie. De la géométrie. Et de la géométrie. Donc le joueur a besoin d'être intellectuellement dans de bonnes conditions. Donc il faut l'aider dans ses cours pour qu'il soit un grand joueur. Et en même temps, il faut qu'on ait de bons formateurs qui vont accompagner. Aujourd'hui, on voit bien le résultat. Qui aujourd'hui forme pour l'équipe nationale ? D'où viennent nos joueurs en équipe nationale ? L'Europe, la Belgique. Donc aujourd'hui, on a une équipe nationale Pays-Bas. qui repose sur les grands clubs européens, plus le travail fait de l'académie. Ah, cela dit, j'ai derrière, puisqu'on est dans ton bureau, j'ai derrière une belle photo de Rahimi, avec une coupe, son papa, et Mutfouli aussi. Donc on a quand même des joueurs. Quoi. On a des joueurs, en réalité... Avec des coupes là, en plus. On a des joueurs avec des coupes. On a des joueurs. En réalité, un bon dispositif de formation doit permettre à un club, chaque année, de monter en équipe première 2-3 joueurs de bon niveau. Et sur ces 2-3 joueurs, sur 5 ans, vous allez avoir 10 joueurs qui accèdent en équipe première. Et sur ces 10 joueurs, il y en a un qui va exploser. C'est ça. Donc Rahimi, je rappelle, et je remercie Fethi Jamal qui l'a Ramené de qui l'a ramené de l'Étoile, a été acheté à 100 000 dirhams. Nous avons donné à l'Étoile 100 000 dirhams, plus quelques ballons. Pour quelqu'un qui habitait au stade. Pour quelqu'un qui était au club et qu'on a laissé partir. Pourquoi on a laissé partir ? Parce que le dispositif d'antan, les gens aiment bien acheter et vendre. Ça crée du flux. Oui, et des fuites. Je dis des flux. Ça, c'est toi qui Mais le là où dis. il y a des flux, il y a des fuites. Et oui, C'est de la et oui. mécanique des Mais fluides. quand tu me dis forme un joueur et qu'il faut investir pendant 5-6 ans, il n'y a pas beaucoup de flux. Alors, avant de rentrer dans les détails de cet exposé très complet, il manque un point dans les entrées, il y a les droits télé. Ouais, On n'a pas parlé des droits télé. Ah oui, pardon. Voilà. Ouais, c'est très, très, très. Et Moi, j'ai été le premier à brusquer un peu tout le monde en disant nous sommes dans un système bolchevique, c'est-à-dire que on fait une division euclidienne. On a 16 clubs en première division, 16 clubs en deuxième division, ça fait et on 32. leur donne le même montant. Et puis celui qui gagne, on va lui rajouter un petit chouïa. Donc en fait, celui qui tombe en deuxième division, et celui qui gagne le championnat, il va aller affronter les Zamalek. Ils vont toucher quasiment la même chose. Alors on va juste expliquer qu'il y a deux façons de répartir les droits télé, y compris en Europe. Il y a une façon un peu égalitaire qui consiste à donner un gros socle à la plupart des équipes et ensuite moduler avec les résultats. Il y a d'autres façons qui intègrent, il y a d'autres pays qui ont choisi d'intégrer par exemple des audiences, la popularité des équipes ou bien la valeur des espaces publicitaires au moment où les équipes se produisent. Et là, en l'occurrence sur Raja, je pense qu'on est dans une équipe qui génère énormément de flux au niveau des retransmissions, en tout cas, enfin devant l'écran. Bien je sais sûr, pas, je ne suis pas le seul à dire que je suis le nombre de téléspectateurs, la performance. Est-ce que vous êtes sous-payé ? Est-ce que c'est sous-payé par exemple ? Oui, clairement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les droits télé en Europe vont représenter entre 20 à 30% des revenus. Quand vous entendez par exemple qu'un club passe en Champions League, il va toucher des droits, à la fois des droits télé importants, mais également des droits pour participer à ces grands tournois. Donc les droits télé sont un élément important. Aujourd'hui, dans un budget, en tout cas quand j'étais président, les droits télé représentaient, bon an, mal an, 6% du budget, par rapport à 30% ailleurs. Ouais, c'est très peu. Le marketing que nous gérions nous-mêmes était 5 fois supérieur aux droits télé. Ouais. Alors, maintenant, quand on discute avec, disons, des spécialistes, on va nous dire oui, mais le marché marocain étant limité, l'argent qui est investi, je dirais, par les chaînes télé dans le football marocain est limité, et par conséquent, la distribution est faible. Moi, je pense qu'il y a deux sujets. Il faut essayer d'augmenter ce montant-là, puisque aujourd'hui, le foot marocain a atteint des bonnes performances au niveau africain, donc voir d'autres moyens, voir essayer de créer des packages, parce qu'en général, quand on voit ce qui se passe à l'international, vous allez trouver le championnat français ou le championnat espagnol est saucissonné et vendu en package. Peut-être qu'il va falloir rediscuter et réfléchir pour accroître les revenus. Et c'est d'ailleurs le rôle, accroître les revenus du football, et le rôle de la Ligue. Le rôle de la Ligue, que j'ai beaucoup critiqué, pas parce que le monsieur n'est plus là, mais je l'ai critiqué quand il était là. Et je suis peut-être le seul à le critiquer quand il était là. Oui. Son rôle n'est pas de désigner des arbitres et d'organiser un planning. Ça, c'est n'importe qui peut faire un planning de match. Encore faut-il que le planning soit honnête et cohérent. Mais c'est pas ça le rôle. Le rôle de la Ligue, c'est d'aller vendre la Botola. Bien sûr. On voit bien aujourd'hui l'Espagne qui va vendre en Arabie Saoudite et promouvoir... On voit la France qui parle des droits télé, de l'attribution des Absolument. toute la journée. Et donc, nous avons besoin, et peut-être ce qui manque dans le football, c'est que nous avons besoin de compétences.
nous avons besoin de compétences managériales, nous avons besoin de compétences marketing pour marketer ce football et accroître les revenus. C'est ces revenus qui nous permettront d'aller chaque année contre Zamalek, contre l'Ahli et contre le TP Mazembe de manière récurrente et devenir les numéros 1 en Afrique. Nous sommes bien positionnés sur la base des clubs puisque quand on fait la somme des titres gagnés, seule l'Égypte est devant nous. Oui. En équipe nationale, sur le volet africain, on en parlera tout à l'heure. On est par contre pas très bien lotis, mais on pourra en parler tout à l'heure. Derrière chaque intervention, derrière chaque point, il y a une question, il y a même un petit serpent qui se mord la queue. Moi, je vois une limite à tout ce qu'on raconte. On parle d'augmenter les revenus. On dit les sponsors ne sont pas assez présents, par exemple. On a un marché où les grosses structures hésitent à mettre la main à la poche pour le foot. On dit le diffuseur, aujourd'hui c'est un diffuseur national, a du mal aussi à mettre. Et en fait, derrière ça, il y a une question qu'il faut se poser. C'est que moi, j'ai l'impression que la structure des clubs, avec la grande volatilité des dirigeants, et même, il faut le dire clairement, la qualité des dirigeants, et même la morale des dirigeants, je dis la moralité des dirigeants, aujourd'hui, on est quand même devant des scandales qui se multiplient dans le monde du foot, limite l'enthousiasme, parce que les Marocains, ils aiment le foot. Beaucoup regardent le Botola, d'autres regardent la Liga, etc. Quand il s'agit de mettre la main à la poche, ils ont l'impression qu'ils vont les mettre dans un endroit qui n'est pas sécurisé, où leur investissement n'est pas contrôlé, où en gros ils vont jeter de l'argent dans un puits. Alors est-ce qu'on n'est pas devant une des limites, la structure des clubs et l'incapacité qu'on a à récupérer des profils probes, disons? Alors, dans cette intervention, tu mets le doigt sur deux sujets, ou sur deux points importants. Le premier, c'est la structure juridique des clubs. Voilà, volatile. La volatilité vient de la structure juridique, puisque aujourd'hui, bien que les clubs ont créé des sociétés anonymes, c'est les associations qui priment dans la gestion quotidienne des clubs. Bien sûr. Donc, voici un club X de taille moyenne, on va trouver 30 à 40 adhérents qui décident de l'avenir de ce club. Si c'est un grand club type Raja, on va avoir 100 personnes, 100 adhérents. Ces 100 adhérents peuvent très vite changer d'avis. Et on va avoir, il suffira de perdre quelques matchs, il suffira que quelques hiyaha très connus dans le monde du football viennent agiter des drapeaux de terreur pour que ce comité soit renversé. Ce dispositif et cette manière de gérer, cette structuration ne va pas attirer des gens compétents. Voilà. Ni des investisseurs. Conséquence, nous n'allons pas avoir des gens qui ont la compétence, la probité requise et qui viennent travailler pour l'intérêt général. Nous allons avoir des gens qui ont un intérêt caché. Alors, je ne veux pas généraliser, mais en grande partie, tu as parlé des scandales qui secouent le monde du football ces derniers temps. Malheureusement, l'esprit associatif, ce monde un petit peu instable et ingrat va faire qu'on ne va pas attirer des gens et des managers et des gens qui vont venir pour travailler et structurer le football. Par conséquent, nous n'allons pas intéresser des investisseurs de taille importante ou des annonceurs de taille importante. Donc, quelle structure devrait être mise en place? Aujourd'hui, au vu de tout ce qu'on vient de dire, seule la capitalisation et l'apport de capitaux privés dans les clubs va permettre une stabilité de la gestion sur 5 ans, sur 10 ans. C'est-à-dire virer les associations, quoi. L'association, la loi, qu'est-ce qu'elle dit la loi? La loi dit, l'association crée une société, l'association ouvre le capital et attire des investisseurs. Et ces investisseurs dirigeront la société qui coexistera avec l'association dans le cadre d'une convention. C'est un travail d'ingénierie financière. Ça veut dire, pour attirer des investisseurs, il faut que l'association puisse faire un business plan, puisse faire un mémo d'information, prépare un pacte d'actionnaires. Nous sommes aujourd'hui dans l'ingénierie financière, donc il faut une banque d'affaires, il faut des profils. Pour faire ce travail, il faut des profils de dirigeants qui, à part un ou deux clubs, n'existent pas. Donc nous demandons à des clubs de se constituer en société anonyme, mais c'est pas possible quand à côté on a des clubs qui... Alors je vais encore, vous allez me dire, je tape sur toujours du même côté, mais on ne peut pas être dans un club qui n'a pas tenu d'assemblée générale depuis 3 ou 4 ans et qui recrute comme il veut. Et derrière, on va demander au Raja, qui à l'époque dirigé par Jawed Ziyad, par Salim Cher, par Emad Addour, par Mehdi Blriti, par Alice Mahfoud, d'avoir un commissaire aux comptes, des rapports audités, un business plan pour avoir une licence de Ben Malongo. Et à côté, on va donner cette licence à quelqu'un qui n'a pas fait d'assemblée générale. Alors, on va poser la question, parce que maintenant, il y a quand même un organisme régulateur qui est censé être le contrôleur de tout ça. La fédération, ou la ligue d'ailleurs, je ne sais pas qui est censé faire ça. En fait, d'où je reviens encore, et je suis désolé, je vais insister sur la même chose. C'est pour ça que j'ai été le premier à dire, la ligue doit être dirigée par une personne indépendante de haut niveau,
capable de dégager une vision, capable d'aller chercher des fonds, capable de gérer le foot en bonne intelligence. Et ça ne peut pas être un président d'un des grands clubs. Alors, on est très surpris quand on arrive dans ces clubs-là, qui génèrent, alors pour Raja, qui est quand même le sujet, un enthousiasme populaire incroyable, une passion phénoménale, des réseaux sociaux en ébullition, un stade en furie. Et on arrive comme ça et on rentre dans la structure et on la trouve très faible. On trouve des présidents, trésoriers qui sont des bénévoles. C'est-à-dire des gens qui par ailleurs ont des métiers et plutôt prenants, alors des grandes responsabilités, voilà, des gens qui sont souvent à la tête de structures qu'ils gèrent eux-mêmes et qui viennent comme ça un peu en bénévole dans le temps libre acheter Ben Malongo ou vendre à la Rahim. Ou vendre Benoun Rahim. Et on est très surpris par le décalage entre et on se trouve devant un vide de cadre. Enfin, il y a très peu de gens quand on rentre au Raja, il y a très peu de gens. Alors c'est le cas de tous les clubs. Bien en sûr, fait, les clubs sont restés dans une formule associative et dans un management associatif. C'est-à-dire qu'il faut attendre que le président qui gère son business et finalement qui oublie son business, parce qu'il va gérer le Raja en priorité, ou le secrétaire général, ou le trésorier, qui gère de grandes sociétés et qui va venir passer son temps, remplir les chèques, signer, gérer le Raja. C'est-à-dire que la mutation, le football marocain a besoin d'une mutation pour passer de l'association à une vraie SA. Avec un directeur général, un directeur financier, un directeur juridique qui touche 40 000 dirhams, 50 milliards, comparable aux grandes sociétés de la place. Un club bien géré, comme le Raja, peut générer facilement 200-300 millions de dirhams de chiffre d'affaires par an. Donc on est dans la grande société. Pour ce faire, nous avons besoin de cette mutation, c'est-à-dire trouver des actionnaires et trouver des dirigeants qui vont faire cette mutation pour organiser le foot et avoir un directeur général, une organisation, des salariés à temps plein de bon niveau qui vont aller gérer le club comme une entreprise. Si nous arrivons à faire cette mutation, elle n'est pas encore faite nulle part au Maroc. Et tant qu'elle ne sera pas faite, nous allons avoir des joueurs qui ne sont pas payés, nous allons avoir une gestion chaotique des clubs, nous allons être incapables de produire des footballeurs de qualité, nous allons avoir des accidents. De temps en temps, un joueur va éclore, mais il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de politique. Le système. Et on va attendre peut-être que l'académie Mohamed VI sorte des joueurs comme les joueurs qu'on voit. Et donc on aura une équipe nationale dépendante à 200% des clubs européens. Alors, avec toutes les limites qu'on a posées, ce championnat a quand même proposé des belles choses, en particulier grâce à une caractéristique qui est le public. Je le dis comme je le vois. Ce championnat qui parfois sur le terrain avait des limites, était quand même un grand moment de passion collective dans les stades de Casa, de Tétouan, du CAC quand il était en première division, de SFI parfois, de CODM qui revient en première du division. CODM qui revient. C'est quand même, on était quand même capable de proposer, avec les limites des stades, etc., des grands moments de passion télévisuelle ou de passion pour les gens qui y vont. Cette année, on l'a pas, tout simplement parce que les stades sont fermés et la majorité des clubs sont sans domicile fixe. Et puis peut-être que le niveau a un petit peu baissé. On regarde cette année, on n'a pas de club en Champions League, on n'a pas de club, alors à part Berkane qui est arrivé en finale, mais je pense que globalement le niveau de la Botola est en régression. Et c'est un petit peu dommage. C'est lié, à mon avis, à ce qu'on disait tout à l'heure. Nous arrivons à une fin de cycle du process et de l'organisation association. Un besoin de régénération, quoi. On a besoin de redémarrer, on a besoin que 2-3 clubs arrivent à lever 200-300 millions de dirhams, arrivent à mettre en place une vraie structure et un plan d'action sur 3-4 ans. Quand un investisseur arrive, c'est qu'il est convaincu. Quand on investit dans une société ou quand on démarre un business, on sait qu'on ne va pas gagner de l'argent le week-end prochain. Non. On sait qu'on a un business sûr, plan sur 3-4 ans. C'est ce qu'il nous faut. Nous avons la matière première. Quand on voit la performance de Kaby hier ou quand on voit la performance de Rahimi, ça veut dire que nous avons des talents. C'est comme si vous avez de l'or brut que vous laissez dans la nature. Il faut le raffiner. Pour le raffiner, il faut de la formation. Pour avoir de la formation, il faut des comités qui travaillent il faut de l'infrastructure. Elle existe. On a fait une grande avancée sur la partie infrastructure. Mais il faut de la gestion, du soft. Il faut un budget. Un centre de formation, c'est 20 à 25 millions de dirhams par an qui doit être dédié au centre de formation. Pas à l'équipe première. Pas au déplacement pour aller jouer à Dakar ou pas pour payer l'équipe première ou pour payer les salaires. Nous avons besoin d'une dotation,
Une des initiatives qu'on a commencé à regarder, c'est de trouver des sponsors ou une aide des autorités locales éventuellement ou des autorités même au niveau de la fédération ou des autorités des administrations pour avoir un contrat programme formation, qu'on dise au club voilà 20 millions de dirhams, il est dédié au centre de formation, qu'on paye les gars. Nous, un jeune nous coûtait à peu près 20 dirhams par jour pour son école, pour manger, boire, s'entraîner, le médical avec, on faisait un suivi au quotidien de chaque jeune. On avait une 50aine de jeunes, on les amenait à l'école en bus, on payait une école privée, ils revenaient, ils s'entraînaient, ils repartaient à l'école, ils dînaient, ils étaient en place. Mais si chaque club a 50 gosses, on multiplie ça par 30 clubs, ça nous fait 1500 gosses. Mais je suis sûr qu'on va produire 2 ou 3 perles toutes les années. Mais il faut que ce soit fait de manière sérieuse, scientifique, avec des ressources humaines formées. Un club ne peut pas lui-même former un directeur de centre de formation ou former un directeur de la formation. Nous avons besoin à l'échelle nationale de former ses compétences. Et on a les moyens de le faire, il faut le faire. Et qu'on donne à ces clubs la possibilité de le faire. Donc c'est un engrenage, enfin c'est un système lié. On a besoin d'une bonne gouvernance, on a besoin de fonds privés et on a besoin de travailler sérieusement dans la continuité sur 3, 4, 5 ans. Je suis sûr qu'on aura de super résultats. Alors moi, je voulais arriver sur un autre thème qui était celui du public, de son accueil et de la sécurité. Aujourd'hui, on sait très bien que le stade d'honneur, enfin celui qu'on appelle stade d'honneur, c'est-à-dire le Moulakab Mohamed Khamis dans son vrai nom, son nom officiel, a été plus souvent fermé qu'ouvert ces dernières années, non pas en raison de travaux qui sont souvent des prétextes, c'est moi qui le dis, c'est pas obligé d'être d'accord, mais surtout pour éviter les nuisances dues à la présence d'un public au centre-ville de Kazan, en plein Mahalif. Est-ce qu'aujourd'hui, l'accueil du public qui est en régression, est-ce que c'est considéré comme une priorité? Est-ce qu'on considère que recevoir correctement les gens fait partie de ce qui pourrait valoriser ce championnat ou non? En fait, c'est encore une fois toujours la même question. Si vous prenez un grand club organisé, vous allez trouver une direction qui s'occupe des matchs, ou une équipe en tout cas qui s'occupe des matchs. Ce que nous avons fait, notre modeste expérience, c'est que pendant notre période, il y avait une très bonne coordination entre le club et les autorités. Pour cadrer les grands événements, les organiser. On a, par exemple, pour lutter contre le marché noir, été le premier club à vendre sur Internet. 100%, d'abord à vendre sur Internet, premier club au Maroc, et 100% des billets sur Internet. Ça crée beaucoup de mécontents. Je ne vais pas les citer, mais beaucoup de gens étaient mécontents parce qu'il n'y a plus de cash. Il n'y a plus de cash, encore une fois, on revient, il n'y a plus de flux. D'accord. Alors après, quand il n'y a plus de flux, il n'y a plus de... Okay, donc les autorités nous ont accompagnés dans ce super projet et les gens rentraient dans le terrain en 3-4 minutes. C'était très très rapide, très fluide. Alors, derrière, on organisait les matchs. On a organisé la zone VIP avec un traiteur. Le match devenait une occasion, un vrai moment de plaisir avec à la fois le spectacle, l'avant-match et l'après-match. On organisait la partie des adhérents et la partie des gens qui portaient des cartes. De manière à ce que si quelqu'un achète une carte à 2000 dirhams, il faut qu'il arrive et qu'il trouve sa place. Donc il y a un vrai effort à faire de la part des clubs. Et un deuxième axe de travail important, c'est avec les associations de supporters. Là aussi, des réunions très régulières, parce que c'est des vrais relais, on ne peut pas les négliger. Les zapper, ouais. On ne peut pas les zapper de l'équation, puisque nous, on en avait besoin, et on travaillait en bonne intelligence, puisqu'on les encadrait même à l'étranger. On parle des ultras, là. On parlait des ultras et des différentes associations. Ouais. On a loué des avions pour eux, on a organisé les choses. Et il faut établir un dialogue positif, constructif, dans l'intérêt général du pays, du club, de la ville et du football. Et il y a des gens parmi ces associations qui sont très responsables et ne pas laisser la porte ouverte à ceux qui veulent créer le buzz et créer les problèmes. Ceux-là, ils existent, il faut les écarter. Donc, c'est la responsabilité des clubs de se mêler, ou en tout cas de gérer le stade. L'extérieur du stade, non. Mais l'intérieur du stade, c'est la responsabilité des clubs. Et de le faire en bonne intelligence avec les ultras et les associations, avec les autorités. Pendant la période où on était aux commandes, nous n'avons pas reporté de graves dérapages sur quasiment 2 ans. Et pourtant, on a joué des demi-finales, des finales qu'on a reportées avec le stade plein. Et on n'a pas eu à reporter de difficultés. Il faut, bien entendu, gérer convenablement et mettre autour de la table, et le club doit le faire, autour de la table, tous ceux qui sont partie prenante pour que ce soit un vrai spectacle et un vrai plaisir et non pas le lieu d'une bataille rangée dont personne ne veut.
Donc en vérité, quand on parle de violence, parce qu'aujourd'hui on associe beaucoup le football et ses supporters à la violence, on a l'impression qu'on a réglé le problème par sa suppression en réalité, et qu'au lieu d'aller chercher les fauteurs de troubles, car ils existent, il ne faut pas non plus se voiler la face, on a puni tout le monde. Moi, je voudrais juste citer un exemple que j'ai l'habitude de citer très souvent, c'est que l'Angleterre, qui était quand même le haut lieu du hooliganisme, je pense que j'ai jamais vu, moi de ma vie, un match à huis clos en Angleterre à part le Covid, et je pense même que si les Anglais préféreraient supprimer leur championnat que de le jouer devant personne. Donc comment expliquer cette passion de la facilité qu'on a à punir tout le monde au lieu de chercher les véritables responsables? Moi, je pense que l'analyse ou l'autocritique doit arriver au niveau des clubs. Il faut que les clubs se remettent en question en disant qu'est-ce que nous faisons pour notre public et qu'est-ce que nous faisons pour que les couleurs de notre club ne soient pas ternies par quelques énergumènes. Par quelques énergumènes, comme tu dis, ils existent. Et nous, moi j'ai fait plusieurs réunions avec les Ultras pour organiser les matchs à l'intérieur du terrain, pour sécuriser et en tout cas encadrer ce flux de population. Ça va dans des choses très simples, à quelle heure on arrive, à quelle heure on ouvre les portes, comment on organise, comment les tifos sont gérés et organisés. Donc il y a tout un dialogue en présence des autorités. D'ailleurs, c'est grâce à ce dialogue qu'on a loué un avion et en finale, on est parti à Kinshasa, où le public s'est comporté de manière merveilleuse. Bien qu'il ait été attaqué par les autorités ou par la police à Kinshasa, on a réussi à sécuriser, à ramener tout le monde, à bon port et la coupe. Je parlerai également de ce qui s'est passé quand le Raja est parti jouer 2 matchs en Algérie, en 2019, où le public marocain Rajaoui était en masse et il est resté quasiment toute une semaine avec l'équipe sans reporter aucun problème et où l'encouragement du club ou de l'équipe s'est passé dans de bonnes conditions avec de bons résultats. Donc cet encadrement et ces discussions est importante. Après, il y a d'autres sujets éventuellement, au moment où il y a des voyages, au moment où les clubs vont se déplacer dans des terrains un peu sensibles où il faudra gérer au cas par cas. C'est un vrai sujet. Là, on a fait un gros tour d'horizon, des limites et même des solutions de ce que peut être une gestion beaucoup plus professionnelle. Enfin, des freins à notre championnat. On a parlé de la structure des clubs, on a parlé de la gestion des stades, on a parlé de la gestion du supporter, de la formation, des entrées d'argent, on a parlé des sorties d'argent, de l'inflation, on a parlé de beaucoup de choses. Et j'aimerais bien qu'on prenne quelques minutes pour parler à un niveau un petit peu plus personnel de cette expérience de président du Raja, avec toutes ses limites. Est-ce qu'il y a eu quand même des bons moments? Non, c'est une expérience exceptionnelle. C'est la tension, c'est l'électricité quand même. Ouais, c'est électrisant. En fait, quelques exemples. Vous lancez une publicité de votre podcast. Vous avez une page LinkedIn ou une page Internet ou une page Instagram. Vous allez faire un post. Si vous êtes très bon, vous allez avoir 500 interactions dans une heure. Des gens qui vont liker, pas liker, partager. Vous êtes dans un club comme le Raja, en une heure, il y a 100 000 interactions. C'est du jamais vu. Aucune marque, même en sponsorisant, en mettant des montants énormes, ne peut arriver à une telle interaction. D'une vraie interaction. D'une vraie, bien entendu, et c'est que du naturel. Donc vous avez 6 millions de fans. Alors ce qui est... Ça peut être épuisant. Hein. C'est 6 millions d'opinions. Ce que j'allais dire. Autant, bien entendu, quand ça marche, quand il y a des résultats, tout le monde est très content. Autant quand ça ne marche pas, c'est un petit peu difficile, ça peut être épuisant, mais moi je garde que le côté positif. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est que le club est épié au quotidien. Donc on va dire, une lettre est arrivée de la fédération alors qu'il n'y a pas de lettre. On a reçu tel avertissement de la FIFA. Donc il y a beaucoup de fake news, beaucoup d'attention et de tension qui peuvent être générées par ces fake news. Et ce qui est surtout rageant quand il s'agit d'anciens présidents qui s'immiscent dans la gestion du comité. Ce qu'on appelle en langage footballistique, quand il y a des gens comme ça qui pensent avoir la science infuse et qui vont aller s'immiscer dans... Ouais, mais c'est de la politique. Hein. Voilà, exactement. Alors en réalité... Est-ce qu'on peut quand même parler d'une bonne soirée? Est-ce que tu peux nous raconter une ou deux bonnes soirées quand même? Ouais, plusieurs bonnes soirées. Plusieurs. Alors la première pour moi probablement qui me vient à l'esprit, c'est 45 000 spectateurs, 0-0 contre le club de Kinshasa. Vita Club. Vita Club.
Donc en finale, on est en décembre 2018. 6 mois avant, le quart des Rajaouis s'était fait caillasser en revenant de Ouazzem parce que le résultat n'était pas bon et l'équipe était en déconfiture. Et 6 mois après, on se retrouve en finale, on fait 0-0. Un très beau parterre, un public magnifique. Et en deuxième mi-temps, on marque 3 buts, dont un but de Rahimi. Avec une combinaison extraordinaire sur la gauche. Avec Ben Halib, je crois. Voilà, ça c'est un... Et 15 jours après, on se retrouve encore à Kinshasa. Et on est le premier à marquer et dans un environnement il pleut très difficile. Alors, et là, je vais faire une transition tout seul. On en a parlé en off avant de démarrer l'émission. Quand un joueur n'a pas vécu l'ambiance africaine, il est peut-être au Real Madrid, il est peut-être à l'Ajax d'Amsterdam, il a peut-être joué à Villarreal ou peut-être qu'il a joué au PSG. Et vous le ramenez pour faire un match à Kinshasa. D'abord, il faut savoir qu'à Kinshasa, c'est la capitale, c'est la ville francophone la plus grande au monde. 17 millions d'habitants. Pour aller de l'hôtel à l'aéroport, c'est une expédition. C'est un climat tropical en plus. Alors, le climat et l'environnement. Et les gens qui tapent dans le bus, et ça roule pas parce que c'est l'embouteillage, les gens qui tapent dans le bus en faisant des gestes, on va vous égorger, on va vous faire... Donc cet environnement-là... Intimidant. C'est intimidant. Le climat est très difficile. Moi-même, étant un peu sportif, j'ai essayé de faire mon footing. Au bout d'une demi-heure, on ne peut plus courir. Donc quand vous prenez des joueurs qui n'ont jamais connu cette ambiance, d'ailleurs je me demandais comment l'équipe du Raja allait finir le match, puisqu'on a marqué très vite, après on s'est fait remonter. Le stade est en ébullition, le gazon c'est du gazon synthétique très difficile. Il a plu. Et il a plu. Ouais. Et c'était au niveau sécuritaire très 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 limite. Donc ces conditions-là, si vous ne les avez pas vécues à 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, vous avez été avec votre club, vous avez été en équipe nationale junior, senior, un Nibt, un Youssef Sfri, un Basser, un Rahimi, ils ont vu ça. Quand vous allez les amener derrière passer 15 jours en Afrique pour une Coupe d'Afrique, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent. Quand je vous dis qu'au TP Mazembe et à Kinshasa, 5 heures avant le match, on envoie un staff pour nettoyer les vestiaires, mettre de l'oud, mettre de machin, pour enlever toutes sortes de machin. Dans le tourloupe. Personne ne peut le comprendre. C'est quelque chose qui, vu de l'Occident, un Norvégien ou un Allemand ne va jamais comprendre ça. Quand à la mi-temps, vous êtes obligé de laisser des gens surveiller le vestiaire. Ou faire la mi-temps carrément dans le parking. Et quand vous laissez quelqu'un contre le TP Mazembe qui est là, c'est l'arbitre qui reste pour surveiller que tout se passe bien, et que 15 minutes avant la fin du match, on ouvre la porte, on lui casse la gueule et on lui dit sors d'ici pour aller mettre des produits bizarres. Ouais, ça c'est Lubumbashi. Ça, Lubumbashi, TP Mazembe. Non, c'est TP Mazembe. Mais à sec, la même chose, quand on est obligé de louer en cachette un bus le jour du match et qu'on sort le bus 1 heure avant le départ pour mettre les joueurs dans le bus loué par le club. Et non pas le bus. Mais à la disposition par l'équipe qui reçoit. Et vous mettez les bagages dans... Et que les dirigeants en face vous disent « Mais vous faites quoi là ?» Vous dites « Non, on fait rien, tout va bien. Non, il faut monter dans ce bus. Non, on va pas monter dans ce bus. » Vous avez mis les supporters dans le bus. Alors on a mis plein de choses dans les... Mais c'est pas grave, les supporters ils peuvent. Mais même les membres du comité sont montés dans le bus. Mais c'est pas un sujet. Donc quand vous n'avez pas connu cet environnement et que vous devez le rencontrer pendant une Coupe d'Afrique sur une période de 10 jours ou 15 jours, c'est très, très, très difficile. Et également, bien entendu, les conditions. Donc les conditions extrasportives et les conditions climatiques. On n'a jamais vu un Allemand aller courir le 1500 mètres en Afrique, en altitude ou en humidité. Kenya, donc c'est des conditions qui ne sont pas acceptables si vous ne... Donc c'est là, à mon avis, la question de la CAN dont on a parlé tout à l'heure. On gagnera la CAN quand on aura des joueurs de très haut niveau formés au Maroc partis à l'étranger. Très haut niveau formés au Maroc partis à l'étranger. Et c'est comme ça qu'on arrivera à être bon en Coupe du Monde et être bon en Afrique. C'est pour les CAN, la prochaine CAN au Maroc, on est dans un environnement maîtrisé, là, on est d'accord. L'environnement est maîtrisé, il reste à maîtriser les équipes d'en face. C'est pas le même football, c'est pas la même agressivité. Quand vous avez joué peu avec ces équipes-là, c'est différent. Alors que quand vous étiez en U17, U19, en équipe nationale et vous avez été en Afrique, vous avez rencontré ce type de football, les choses pourront être différentes.
On a parlé d'une bonne soirée, cette fameuse soirée de... Est-ce qu'on a une autre bonne soirée à citer pour terminer en beauté le podcast voilà. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé des problèmes, on voudrait bien avoir des... Ouais, non, le foot, c'est que du bonheur. Et je pense que la mutation va arriver, elle arrivera, et on sera en mesure de construire des grands clubs bien structurés, capables de rivaliser avec les plus grands et capables de se maintenir au top. Oui, moi je pense que l'autre bon souvenir, je vais en compter deux. Le premier souvenir qui me revient, c'est qu'on arrive à la fin d'un cycle avec Garrido. Humainement, ça se passait très bien. Difficulté avec Youssef Sferi le jour de la finale à Kinshasa d'ailleurs, où j'ai dû passer 2 heures à essayer de les rabibocher alors que tout le monde faisait la fête. Donc on arrive à une fin de cycle et donc Youssef assure l'intérim pendant un match, on va gagner à El Jadida et on tombe sur le coach français Carteron, Patrice Carteron, qui très rapidement vient au Maroc et qui me dit, j'étais avec Imad, je crois, et Anis, et qui nous dit, si vous me prenez, je gagne la Super Coupe. Vous venez de gagner la Coupe de la CAF. Moi, j'étais coach de l'Ahli. On devait gagner. On s'est fait massacrer par Tsarji, notamment jet de pierre à l'entrée du match, joueur blessé. Donc, on a perdu le match avant même de le commencer. Mais si vous me prenez, la Super Coupe est dans 2 mois et je vous dis comment on la gagne. Je lui dis alors comment on va la gagner. Il me dit c'est très simple. Rahimi et Ben Halib vont aller systématiquement derrière la charnière centrale. Elle est lourde, elle ne pourra pas tenir le rythme rapide et machin. Vous me prenez, je vous ramène la coupe. Par ailleurs, il avait un discours très cohérent sur la formation sur les jeunes. On prend notre ami en tant que coach. On va à Doha au Qatar. Et le speech qu'il fait aux joueurs pendant les 3 jours sur comment jouer, c'est exactement la même chose. Balle en profondeur, Hafidi va prendre la balle, il va la mettre derrière l'arrière centrale, Rahimi d'un côté. Et le schéma s'est déroulé exactement comme ce qu'il nous a dit 2 mois avant. C'est quelque chose de jouissif de voir quelque chose de préparé se réaliser, n'est-ce pas? En fait, de dire... Voilà ce qu'on va faire et que ça marche. De dire, de dire qu'est-ce qu'on fait avec le coach. Moi, je suis contre le changement de coach. Mais on voit qu'avec les cadres, ça ne fonctionne plus tellement. Avec l'adjoint, ça ne fonctionne plus tellement. Donc à un moment, il faut prendre ses responsabilités. On tombe sur quelqu'un, le destin fait qu'on nous donne plusieurs numéros. Le gars, on l'appelle, il prend l'avion, il vient et il nous dit voilà ce que je vais faire. Et il le fait. Et il le fait. Et avec les résultats. Et on gagne la Super Coupe. Et peut-être qu'on rejoue 5 fois contre Sargé, on perd 4 fois, on gagne une fois. Oui, c'est le côté... prenez-le bien, mais comme un braquage. C'est-à-dire quand on prépare tout et que ça se déroule comme ça, il y a une double plaisir. C'est un peu le plaisir qu'on a. Alors je continue dans le plaisir. Dans le plaisir encore, mais les idées me reviennent. Mais on fait 1-1 avec le WAC à Casa, coupe de la... On sent que le coach n'a plus l'emprise sur le vestiaire, puisque le vestiaire, vous savez, quand un club est en composition et que vous ramenez des gens et que vous rajoutez beaucoup de gens, donc c'est des personnalités fortes, différentes, et il faut un peu de temps pour cadrer tout ça. Et donc on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Il reste 10 jours pour le match retour, et la petite équipe, bien sûr, dans ces cas-là, on a nos mentors, qu'on n'oubliera jamais et qu'on remerciera tout le temps. Donc on décide, on réfléchit, après on appelle Si Mohamed Aouzel, Si Abdallah Ghalem, Si Ahmed Ammour, Si Hanet, qu'est-ce que vous pensez, machin. Ils connaissent soit l'adjoint, soit ils ont entendu parler, donc on est quand même aidé et on va chercher un peu les conseils. Et bien sûr, on prend la décision de changer. Et on change les coachs. Et le match démarre. Donc... Jamel Slami, avec qui j'ai travaillé il y a 15 ans, puisqu'il était coach adjoint de Jean-Yves Shey déjà en 2007, qui est un ami, Youssef Sferi qui est devenu comme un frère. Donc on se met d'accord sur le projet et on fait un projet sur la durée, puisque l'idée était que l'un remplace l'autre. En tout cas, le Covid est passé par là, il a tout détruit, mais on met en place une vraie stratégie. Et Jamel étant le coach de l'équipe Chan, donc il connaît tout le monde. Youssef les connaissait puisque il était resté avec eux il est arrivé depuis mi-2018, donc il connaissait bien l'équipe. La préparation se passe bien, le jour du match commence, un but, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, là. Le Kaby qui a le 5-1, je crois. Le Kaby a la balle du 5-3, je crois, ou du 5. Et là, je me dis, je crois qu'on a fait une connerie. On a bien fait d'avoir changé, mais là, est-ce que c'était la bonne décision? Le doute. Le doute s'installe. À 4-1, le doute s'installe et les faux copains
commence à envoyer des messages. Tu as vu, on t'a dit change pas de coach, passe l'ami. Tu les as gardés les messages? Ah, tu les gardes. Parce qu'après, ils sont venus le soir à la maison dire excuse-moi, je me suis trompé. Je peux plus les évader. Et donc, quand la magie du football se met en branle, et voilà, le 2-1, le 3-1, le 4-1, la tête de Malongo. Alors Malongo encore, c'est en soi. Voilà, donc ça, c'est les souvenirs. Et puis peut-être le dernier pour finir, parce que sinon, je vais vous retenir. On est en pleine Covid. Et je vais le dire quand même. Juste avant le Covid, on est au restaurant avec l'équipe, la Dream Team, je dirais, du comité en train de dîner. Dans le même restaurant, on tourne à droite et on trouve une table avec 7 ou 8 présidents de clubs de Botola qui sont en train de manger. Et donc, on commençait à rigoler entre nous, les copains, en disant « Ah tiens, c'est bien, on sent que la Botola, il y a un clan B, il y a un clan A, voilà. » Bon, bref. Et donc, ça, c'était pour l'anecdote. Et le championnat arrive, la Covid, et bizarrement, on a des matchs contre les présidents de ces clubs-là. Et on a l'impression de jouer. Donc, il ne reste plus beaucoup de matchs. Et là où le Raja part, on a l'impression que c'est une finale. Je ne veux pas dire qu'il y a accord de ces 6-7 clubs contre le Raja, mais en tout cas, on est dans une situation très difficile, psychologique et autres, et on doit jouer le championnat, et enfin, on joue les derniers matchs. Il y a l'arbitrage sur le match de Jdida qui se fait, et on arrive à ce match fatidique, le Raja qui joue contre les Phares à Casa, et le WAC qui joue contre le FUS à Rabat. Et on est perdant pendant un bon bout de match, on est perdant, puisqu'on était mené à la marque pendant longtemps, et les Phares gagnaient de l'autre côté. Donc les Phares étaient champions virtuellement pendant jusqu'à 15, je crois les 15 dernières minutes, où notre duo magique Hafidé et Mtouli se mettent en branle et puis marquent le premier but et le deuxième but. Et ça, c'est un moment inoubliable, c'est l'extase, où on passe en fait de la crise cardiaque à l'euphorie dans un moment aussi court. Et je pense que c'était une vraie fierté pour le groupe, pour l'équipe, pour les joueurs, pour le comité, pour tous les Rajaouis, puisqu'on était en période fin Covid, où il y avait beaucoup de tensions sociales, enfin pas de sociales, où en fait l'ambiance... Il y avait de la déprime, humainement, on n'était pas bien. Et humainement, personne n'était heureux. Exact, personne n'était heureux. Et là, on voit partout dans les quartiers Rajaouis, mais pas qu'à Casa, même à l'extérieur, un vrai souffle de joie, de la liesse, de la fierté, et ça fait partie des... Bien sûr, c'est la même période aussi, je crois que je me souviens de cette même période, peut-être le match d'avant, d'un but de Rahimi contre Berkane, qui claque une... Exactement. J'adore Rahimi dans sa décontraction au moment de la frappe, il est encore, bien sûr, encore plus. Bien sûr. Et c'était le même, je crois que c'était le sprint final. Et je pense qu'on marque à dans les arrêts de jeu. Il arrive, il la reprend sans contrôle. Donc oui, c'est une superbe expérience, oui. Alors il y a peut-être la dernière anecdote que je vais raconter. On est en train de recruter un avant-centre et il nous faut quelqu'un. On a une équipe qui tient la route, on est en début 2019, je pense, de mémoire, et on nous ramène Ben Malongo. Et on regarde les papiers, et les papiers nous semblent clean, le gars était sous contrat, le contrat a expiré, et donc on est en train de négocier. Et on négocie, et l'agent, il est à côté, il me dit, regarde, je reçois des appels de clubs concurrents, sans citer de nom. Et d'autres personnes m'appellent et me disent attention, c'est le protégé, il est parti du club de TP Mazembe. TP Mazembe est dirigé par un monsieur très puissant. Moïse Katumbi. Ouais. Moi, j'envoie ça aux juristes. Les juristes me disent, son grand-père, c'est le roi du Katanga, je crois, de cette région du Zaïre. Et donc, il fallait décider vite. Et on envoie les documents à notre avocat qui regarde, il dit écoute, le club dit que le joueur est sous contrat. Et le joueur dit qu'il n'a pas signé, que ce n'est pas sa signature. Donc ça va aller à la FIFA, le joueur peut être condamné, mais le club, vous n'êtes pas inquiété. Donc on négocie, alors je crois qu'au global, avec les agents et tout, on a dû payer peut-être 500 000 dirhams, je crois, au plus. Mais bien sûr, l'agent qui ramène, il dit écoutez, moi, ça c'est rien pour moi, il faut une clause. Si demain vous le revendez, il y a une part pour moi. Donc en réalité, c'est tout à fait acceptable, puisque si on devait le payer à son club, on va payer 300 ou 400 000 euros. Bon, personne ne savait qu'il allait avoir 3 millions de dollars qui allaient venir derrière. Et donc on prend le joueur. Et bien sûr, il était convoité par nos clubs, toujours les clubs qui concourent toujours les mêmes. Et bon, on était très contents, on voit ce que le joueur a fait comme superbe performance. Je crois que c'est l'étranger qui a marqué le plus de buts pour le Raja, et on a gagné avec lui les titres dont on parlait tout à l'heure. Et on se retrouve
en réunion avec le président de la FIFA au Caire. Et quelqu'un vient dire à Moïse, c'est le président du Raja, alors il vient, il me dit, ouais, devant le secrétaire général, le président, ouais, vous avez pris mon joueur, machin. Je lui dis, bonjour, président. Il commence à crier, je lui dis, vous voulez parler en personne civilisée, on discute. Vous voulez crier, il y a la FIFA, il y a le... Ah, vous avez pris le joueur, machin. Et donc je lui dis, écoutez, moi je suis prêt à discuter avec vous. Donc vous voulez monter sur vos grands chevaux, laissez le TAS prendra une décision. Donc le TAS, je crois, qu'a condamné finalement le joueur à payer un montant. Alors voilà, donc au global, superbe opération comme pour Rahimi, où on ne paye pas grand-chose et on se retrouve avec un joueur qui vous fait gagner des titres et qui ramène beaucoup d'argent au Raja et qui, en même temps, avec les clauses de partage de revenus, qui est capable de générer, même avec le deuxième transfert, qui est capable c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini, voilà. Pas fini. Donc ça, c'est... Ouais. Alors il faut avoir de la chance, mais en même temps, je pense que quand le travail est fait de manière sérieuse, quand il y a des gens qui veulent travailler pour leur pays, pour leur club, je pense que les résultats peuvent venir très rapidement. Eh ben, c'est un super podcast avec dedans de l'analyse financière, de la réflexion sur la structure et aussi de la passion à la fin. Et merci beaucoup pour avoir partagé tout ça avec nous. Et à bientôt les amis, ne vous éloignez pas parce que les podcasts continuent et c'est passionnant. Voilà. Merci Sereda, merci Si Hamza et c'était un vrai moment de plaisir. Merci à vous. Nous, on les connaît. Ok, Homa, ils ne nous connaissent pas. Ils vont nous connaître. Ils vont voir qui on est. Yes. قدم واحد المقابله رغم المقابلات كثرت المقابلات الحمد لله قدمنا واحد المقابله Produit avec le soutien de Royal Air Maroc. Royal Air Maroc, Dream Africa, meet Morocco.